Voilà, nos travaux sont ouverts, sont excusés, mevrouw Pellivan, mevrouw Van der Meers, monsieur Wilmots, monsieur Scheffer, madame Derbakisbay et mevrouw Hermans. Nous avons donc aujourd'hui à l'ordre du jour de ce matin l'évolution de l'OTAN, le sommet de Ria, Top van Ria, van 28 november 2006. Le rapporteur sont plutôt mesdames Annan et de Béthune, ainsi que monsieur Galland. Je donne la parole à madame Annan. Madame la Présidente, chers collègues, hasard de l'histoire ou du calendrier parlementaire, nous nous prononçons aujourd'hui sur l'évolution de l'Alliance atlantique, 17 ans, jour pour jour, après la chute du mur de Berlin. Cet événement historique du 9 novembre 1989 a permis de réunir les deux parties et les populations d'un même continent, mais aussi bouleverser radicalement la carte institutionnelle de l'Europe, le sort, le rôle et l'étendue géographique des institutions économiques, militaires et politiques mises en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale et qui ont structuré la vie de notre continent pendant 40 ans. Ceux qui gardent la mémoire de l'histoire se souviennent de la construction du système de sécurité en Europe, signature du traité franco-britannique de Dunkerque en avril 1947, puis du traité de Bruxelles en mars 1948, élargissant ainsi cette alliance aux pays du Benelux et créant la future Union de l'Europe occidentale. Autant de jalons qui conduisirent à la signature, le 4 avril 1949, à Washington, du traité de l'Atlantique du Nord. Comme l'a rappelé le professeur Bozo lors des nombreuses auditions que nous avons entendues en commission Affaires extérieures, le fondement de l'Alliance atlantique reste primo sa raison d'être, la défense collective des membres de l'Alliance, telle qu'exprimée par l'article 5 du traité de Washington, une défense collective contre une menace extérieure. Le rôle essentiel de l'Alliance était en 1949 et reste en 2006, la défense collective de 26 membres actuels. Et cela même si on est passé graduellement, à la suite de la fin de la guerre froide, d'une notion de défense collective à celle de sécurité collective. L'Alliance atlantique est, comme son nom l'indique, un contrat de sécurité entre deux partenaires, entre deux continents, afin de sécuriser un espace commun. Cette relation États-Unis-Europe a depuis le départ été asymétrique en termes de puissance militaire, de cohérence et d'ambition politique. L'Europe, si elle est parvenue à s'unifier depuis 1957, à s'étendre à l'échelle d'un continent, à tisser des liens avec tous les grands acteurs internationaux, si l'Europe est devenue un acteur majeur de la scène internationale, l'Europe telle que nous la connaissons actuellement n'est pas encore un acteur mondial en termes de puissance et d'influence politique. L'Europe joue son rôle, un rôle considérable d'ailleurs, en matière économique et commerciale, en matière d'aide au développement, mais ne constitue toujours pas un acteur déterminant sur le plan de la sécurité internationale à l'échelle du globe. N'oublions pas que l'OTAN a été créée en 1949 parce que l'Europe n'était pas capable de se défendre elle-même. L'Alliance était et reste donc une garantie de sécurité américaine à l'Europe. Cette garantie de sécurité reste nécessaire pour notre sécurité. Pourrions-nous gérer aujourd'hui seuls, grâce à nos instruments actuels, la crise yougoslave des années 91-95 avec plus de succès? Pourrions-nous faire face à un nouveau Kosovo sur notre continent? Mais il est clair que cette garantie de sécurité entraîne une certaine dépendance politique vis-à-vis de Washington. Nous trouverons davantage de marge de manœuvre, de liberté de ton ou d'action si nous parvenons à assurer pleinement toutes les dimensions de notre sécurité. Si entre les deux rives de l'Atlantique, le dialogue est nécessaire, la coopération souvent essentielle, plus de prise de responsabilité,
plus d'efforts financiers à travers un burden sharing mieux ajusté permettront à l'Europe, à travers la PESD, de jouer tout son rôle dans les questions de sécurité, en assumant d'abord sa propre sécurité, ensuite celle de ses voisins. Mais pour atteindre ce but, il faut que les États membres redoublent d'efforts et d'engagement afin de pouvoir s'imposer comme partenaires à part entière des États-Unis. J'ai parlé de la continuité de la mission, la défense collective, de la continuité du couple États-Unis-Europe, avec un deuxième partenaire qui construit avec volontarisme sa cohérence interne et affiche de plus grandes ambitions. Il me faut insister sur la continuité du cadre géographique limité de l'Alliance, tant au niveau des membres que des missions. L'Alliance n'a pas pour vocation à s'étendre indéfiniment, à former un club de démocratie de par le monde. L'Alliance doit respecter son article 10 et se contenter, la tâche est déjà significative, d'être l'instrument de sécurité de ses États membres et de leur propre sécurité. En un mot, l'Alliance atlantique a été pendant 50 ans une alliance euro-américaine centrée sur des questions européennes. La fin de la guerre froide n'est donc pas venue bouleverser radicalement la nature profonde de l'Alliance, malgré son élargissement, la création de nouveaux partenariats et l'élargissement de ses missions. Il ne s'agissait pas donc d'une alliance globale ou d'une alliance qui désirait devenir globale, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui. C'est bien entendu le 11 septembre 2001 qui a précipité des remises en cause que l'on sentait déjà venir dans les années 90 dans le chef des Américains. Utiliser la boîte à outils politico-militaires que constitue l'Alliance pour lui faire autre chose que son objet original. La menace a-t-elle acquis une dimension globale? L'Alliance doit-elle s'adapter à cette nouvelle globalité de la menace en structurant son existence autour d'elle? En d'autres termes, est-on dans la même logique que durant la guerre froide? La guerre globale contre le terrorisme, telle que les Américains la qualifient, doit-elle être le principe organisateur central de l'Alliance atlantique? La globalité de ces menaces impose-t-elle la globalité des déploiements atlantiques? Une alliance qui intervient partout, à tout moment et pour toute question de sécurité. L'Alliance a-t-elle vocation à s'étendre au-delà de l'Europe ou à ouvrir ses réunions à des non-membres? Le Conseil de sécurité des Nations unies reste-t-il l'arbitre de la sécurité internationale, malgré sa paralysie en cas de veto? L'Alliance doit-elle rester fondamentalement multilatérale ou ses membres peuvent-ils agir par petits groupes hors de son cadre et donc relativiser son importance en matière de sécurité? Voilà les questions qui sont posées à l'Alliance atlantique et à ses 26 États membres depuis le 11 septembre à Riga et lors des sommets qui vont suivre. La plus importante, celle qui synthétise toutes les autres, est cette notion de globalité que certains acteurs au sein de l'OTAN veulent conférer à l'Alliance et qui a été au centre de nos entretiens avec notre ambassadeur auprès de l'OTAN. L'OTAN fait preuve d'une certaine boulimie d'activité, alors qu'elle devrait simplement gérer ses compétences politico-militaires euro-atlantiques et assurer le succès de certaines missions ponctuelles. D'ailleurs, l'exception est symbolisée par l'intervention en Afghanistan, où il faut s'engager afin que cette mission soit un succès final, même si cette opération passe par des phases de doute et de remise en question. Je suis d'ailleurs convaincue que ce sera un sujet longtemps débattu à Riga, tant sur la stratégie militaire à suivre face à la reprise des combats contre les talibans, que sur la solidarité et la volonté politique de l'Alliance de triompher des difficultés rencontrées. Ce qui impliquera des efforts des pays membres en termes d'engagement. Notre pays assume ses responsabilités, d'autant plus qu'il les assume en même temps sur d'autres théâtres de conflit. Ces engagements doivent-ils se faire au détriment de notre outil de défense? Je ne le pense pas. Il faudra donc un jour se poser la question de savoir comment on finance la poursuite de la modernisation de notre armée et les opérations qu'elle mène à l'étranger. L'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Les chefs d'État et de gouvernement doivent saisir l'occasion de cette rencontre pour dresser un bilan des opérations dans lesquelles l'OTAN est engagée en Afghanistan et au Kosovo. La situation militaire et politique y est difficile et la crédibilité de l'organisation est engagée dans ces deux missions. Riga doit donc permettre de donner les impulsions nécessaires pour que nous réussissions
ensemble, l'une et l'autre, en coopération avec les autres intervenants, l'Union européenne au Kosovo et l'ONU en Afghanistan. En parallèle avec la nécessité de réussir ces deux missions, certains s'interrogent sur l'opportunité d'étendre les missions de l'OTAN dans deux directions. L'une géographique, en développant le partenariat avec de nouveaux pays, l'autre fonctionnelle, en opérant dans le domaine civil, notamment dans la reconstruction des pays sortis de crise. Sur le plan géographique, il convient en effet de reconnaître la contribution apportée par des pays non membres de l'Alliance aux opérations militaires de celle-ci. Ainsi en est-il de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Japon en Afghanistan, selon des modalités différentes d'ailleurs. Je suis convaincue que l'on peut améliorer les modalités pratiques de leur association aux opérations, sans pour autant changer la nature profonde de l'OTAN, qui doit à mes yeux demeurer une alliance militaire euro-atlantique. Le développement d'un partenariat global risquerait en effet, d'une part, de diluer la solidarité naturelle entre Européens et Américains du Nord, dans un ensemble flou, mais aussi et surtout d'adresser un mauvais message politique. Réduction de la portée des partenariats déjà existants, marginalisation des Nations Unies et création d'un bloc contre un autre. Sur le plan des compétences de l'Alliance, une stratégie globale s'impose en Afghanistan, où il est clair qu'une approche exclusivement militaire court à l'échec. Les missions de reconstruction doivent impérativement relever d'organisations qui en ont la compétence, en particulier l'ONU. L'OTAN n'a aucun rôle et aucune compétence pour reconstruire l'économie ou la démocratie d'un pays. Donnons à l'OTAN les moyens d'accomplir ses missions militaires et créons des partenariats avec des organisations civiles qui accompliront ces tâches avec dextérité. En conclusion, je voudrais insister sur un certain nombre de points. Incontestablement, l'Alliance a survécu à la révolution géopolitique que constituait la chute du mur de Berlin et la fin de la menace soviétique. Notre Alliance a su jouer un rôle fondamental dans la consolidation de la paix sur le continent européen en contribuant de manière décisive à la résolution des conflits dans les Balkans. Cette alliance est efficace pour assurer la paix sur le continent européen depuis plus de 60 ans. Dans le même temps, l'Alliance a mis en place des outils capacitaires nouveaux, comme la force de réaction rapide, pour lui permettre de réagir plus rapidement sur tout le spectre des missions susceptibles de se présenter. Le tout en continuant à développer des partenariats originaux avec l'Union européenne dans sa dimension de sécurité et de défense, comme on le voit en Bosnie, et sur un autre plan avec la Russie, avec l'Ukraine et avec les autres membres du partenariat pour la paix, qu'ils soient ou non candidats à rejoindre l'Alliance. Ma conviction profonde, c'est qu'un lien transatlantique fort demeure notre intérêt et que les États-Unis sont nos alliés et nos amis. À mes yeux, on ne saurait en effet concevoir de défense européenne contre les États-Unis. Pour rester vivante, l'Alliance a besoin d'un pilier européen fort dans lequel nous avons un rôle essentiel à jouer. Et pour que l'Europe puissance, l'Europe politique se constitue, il faut qu'elle le fasse en coopération et non contre les États-Unis. Ceci n'implique bien sûr aucunement un quelconque lien de vassalité, mais un vrai partenariat ambitieux qui, par-delà les discours, nécessite de la part des Européens des efforts soutenus en matière de défense. Ce pilier européen de l'Alliance est affaibli par l'arrêt de la ratification de la Constitution européenne et le gel de facto des importantes avancées que contenait le traité en matière de défense européenne. Il faut donc s'engager résolument dans la poursuite de la réforme de l'Union, qui passe pour l'instant, en attendant une solution miracle, par l'adoption de la Constitution européenne. C'est en s'engageant ainsi que l'Union européenne apportera sa pleine contribution à la solidarité transatlantique, qui est un des éléments constitutifs de notre sécurité. Riga doit marquer une nouvelle étape dans l'adaptation de l'Alliance. Ce résultat, nous l'obtiendrons en préservant la légitimité même de l'OTAN, en tant qu'organisation militaire garante de la sécurité collective des alliés européens et nord-américains. Chercher à engager l'Alliance dans des missions non militaires, dans des partenariats à la carte, dans un élargissement insuffisamment préparé, ne pourrait que dénaturer sa vocation
et au bout du compte, diminuer son efficacité. Et cela, ne nous le voulons pas. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie également, Madame Annan. Ik geef het woord nu aan mevrouw de Béthune. À Monsieur Galland. À Monsieur Galland. Bonjour, Monsieur le Sénateur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais, en commençant mon exposé, d'abord remercier ma collègue, Jeanne Annan, pour la clarté de sa présentation et pour le travail qu'elle a réalisé durant toutes ces auditions, le temps des auditions, le temps de travail, et je dois dire que nous avons pu, entre rapporteurs, arriver à des conclusions qui ont permis un travail extrêmement positif, je pense, en commission des affaires étrangères. Et donc, c'est un rapport et des propositions de résolution que nous partageons tous ensemble, qui vous sont présentées aujourd'hui. Il m'appartient de vous présenter un petit peu la deuxième partie, d'abord des auditions organisées par la Commission des relations extérieures de la Défense du Sénat et qui ont été présentées d'abord par ma collègue, et moi je voudrais partir sur la deuxième partie, c'est-à-dire lors de la séance de la Commission des relations extérieures et de la Défense du 27 juin dernier. Le professeur Bozo de l'Université de la Sorbonne a inscrit son exposé dans l'évolution historique stratégique de l'Alliance atlantique. Il a notamment indiqué que même si l'Alliance transatlantique se situe désormais dans une phase d'apaisement de la crise qui l'a touchée lors du déclenchement de la guerre en Irak, elle n'en traverse pas moins actuellement une période d'interrogation sur sa transformation éventuelle. Lors de l'échange de vues, ma collègue Mme Annan a d'ailleurs interrogé le professeur afin de savoir si le terrorisme avait sa place au centre des préoccupations de l'OTAN. C'est à quoi le professeur Bozo a répondu que la vraie question était de savoir s'il fallait combattre le terrorisme par des moyens militaires ou pas, précisant qu'il faut au préalable définir la nature de cette lutte. L'interrogeant ensuite sur l'élargissement de l'Alliance, le professeur a répondu que plus on élargira, plus l'article 5 de la Charte sera relatif. Répondant ensuite à ma collègue Zrien, le professeur a souligné que la politisation de l'Alliance, dans la mesure où il s'agirait de faciliter la fonction principale de l'Alliance, qui est une fonction militaire, pouvait rencontrer deux limites, celle d'abord de la légitimité et ensuite celle de la légalité internationale. Enfin, la question du président, M. Roulins-Duvivier, de savoir s'il existait un risque de contradiction entre, d'une part, l'OTAN et, d'autre part, la politique extérieure de sécurité commune, le professeur Bozo a estimé qu'un scénario à long terme qui consisterait pour l'Alliance à concurrencer l'Union européenne ne serait certainement pas un succès. Nous avons ensuite entendu les exposés de M. Remacle et Delcourt, tous deux professeurs à l'Université libre de Bruxelles, au cours desquels M. Remacle a insisté sur le fait que les relations entre l'OTAN et l'Union européenne sont fortement perturbées en raison de la concurrence que se font ces deux organisations sur le terrain, comme au Soudan par exemple. Le professeur Delcourt a pour sa part consacré son exposé à l'examen des relations entre l'OTAN et les Nations unies au regard de l'évolution du concept de sécurité et de ses différentes manifestations, ainsi que des questions fondamentales de la légitimité du recours à la force dans les relations internationales. Lors de l'échange de vues, le professeur de Remacle répondait à Mme Zrien sur le concept de globalisation stratégique que la puissance dominante des États-Unis, la seule puissance qui pense en termes globaux et qui en a les moyens, inscrit sa vision de l'OTAN dans cette démarche. Sur la question à nouveau de la politisation de l'agenda de l'Alliance, celle-ci a répondu qu'elle était voulue par certains acteurs, les États-Unis en tête bien entendu. Par ailleurs, en ce qui concerne le leadership politique au sens civil à l'OTAN, le professeur estime que le Conseil Atlantique Nord est sans aucun doute prédominant par rapport aux logiques militaires. Et interrogé par Mme Annan à propos du Berlin Plus, le professeur Remarque a indiqué que cela demeure un processus asymétrique où l'Europe a besoin de l'OTAN alors que ce n'est pas le cas des États-Unis. C'est aussi, selon lui, un moyen de maintenir une forme de contrôle de l'Europe par les États-Unis. Lorsque, pour ma part, je lui ai demandé si le NRF n'était pas un moyen supplémentaire pour engranger davantage de dépenses militaires, le professeur Remarque a répondu que certainement chaque dispositif inventé serait finalement un moyen de faire indirectement payer davantage des Européens pour leur propre sécurité.
celle des États-Unis ou la politique interventionniste de ces derniers, que nous ne contrôlerions pas suffisamment. Et à la question de Mme Annan relative à la nature des relations entre l'ONU et l'OTAN, le professeur Delcourt a indiqué qu'il y aurait actuellement une tendance des organisations régionales, parmi lesquelles l'OTAN, à s'émanciper des rapports aux Nations Unies. La Commission des relations extérieures et de la défense a ensuite entendu l'exposé de M. Duquet, représentant permanent de la France auprès de l'OTAN, lequel a présenté la contribution importante de son pays dans le cadre de l'Alliance, même si celle-ci n'appartient pas à sa structure intégrée et de ce fait ne participe pas à l'exercice de planification de défense. Il a interrogé par Mme Zrien et moi-même sur le hors-zone, M. l'ambassadeur a indiqué que le concept est dépassé, précisant que l'Alliance est appelée à intervenir sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il y est fait appel et qu'elle a alors à contribuer à la stabilisation et à la sécurité des pays qui connaissent des difficultés. Revenant sur la question de la politisation du Conseil, M. Duquet a précisé à Mme Zrien qu'il s'agissait bien d'une enceinte de débat politique. Selon lui, cela ne pose aucun problème pour autant que l'on ne cherche pas à aboutir à des décisions ou à des conclusions. Je cite, « Il s'agit seulement d'échanges de vues, d'informations réciproques qui sont utiles, mais ne visent pas à définir une politique commune », a précisé l'ambassadeur. Le 3 juillet dernier, la Commission des relations extérieures et de la défense du Sénat, conjointement avec la Commission de défense et des affaires étrangères de la Chambre, a procédé à l'audition de M. de Hoop-Scheffer, secrétaire général de l'OTAN. Celui-ci nous a retracé l'évolution de l'OTAN en insistant notamment sur le fait que le prochain défi à relever est celui de l'établissement d'un véritable partenariat avec l'Union européenne. M. Roland Duvivier a demandé au secrétaire général s'il ne craignait pas que l'OTAN devienne un ONU bis, ou une ONU bis, mais sans la légitimité de l'ONU. Il a par ailleurs soulevé la question de l'opportunité ou pas de créer un marché transatlantique en matière de défense. M. Dubié a pour sa part demandé pourquoi l'on n'applique pas le traité tel qu'il est. Dans ses réponses, le secrétaire général a indiqué qu'il est clair que l'OTAN reste l'OTAN, que le traité de Washington reste le traité de Washington et que l'article 5 reste l'article 5. Ce sont ses propres paroles. Par ailleurs, l'OTAN, en tant que telle, ne s'occupe pas du marché des armes. Enfin, le 11 octobre dernier, la Commission des relations extérieures a auditionné M. Lamran, membre du Forum Vouvray des Axis, ainsi que M. Guès, responsable du secteur P au CNAPD. Et M. Lamran a fait remarquer que les différents points à l'agenda du sommet de Riga risquent de faire de l'Alliance une organisation de sécurité globale et collective, précisant que pour Forum Vouvray des Axis, est opposé à une telle évolution et refuse également le financement commun des opérations de l'OTAN. M. Guès, quant à lui, a indiqué partager cette vision. Il a insisté sur le respect strict de la Charte des Nations Unies. De plus, le CNAPD est fortement opposé au rééquilibrage militaire, ce qui signifierait certainement une augmentation du budget militaire de l'Europe. Lors des échanges de vues, j'ai eu l'occasion d'interroger les deux orateurs sur la possibilité de doter l'OTAN d'un pilier européen. M. Lambrand a répondu qu'il s'agit d'une illusion, estimant que l'Union européenne devait se concentrer sur des objectifs réalisables comme les missions civiles. Pour sa part, Mme Hermans estime qu'il est nécessaire d'adapter l'OTAN au nouveau contexte international. Selon elle, il faut par ailleurs créer un équilibre entre les États-Unis et l'Union européenne. M. Dubié est intervenu pour souligner, lui, que le traité de l'OTAN va à l'encontre de l'unilatéralisme en renvoyant la charte de l'ONU. Il s'est par ailleurs inquiété de l'évolution de la situation en Afghanistan. Enfin, M. Will a fait observer que la sous-commission défense du Parlement européen consulte tous les parlements nationaux, mais pas l'Union de l'Europe occidentale, organisation qui doit pourtant exécuter la politique de défense de l'Union européenne. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais, avant de clôturer mon rapport sur les auditions, en venir plutôt aux recommandations qui ont été formulées par celle-ci et qui ont été rédigées au départ par un travail, je trouve, très constructif entre Mme Annan, Mme de Béthune et moi-même. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble du contenu de ces recommandations, mais je voudrais seulement évoquer ici quelques points essentiels qui, de notre point de vue socialiste, nous paraissent être une contribution équilibrée dans ce texte. En ce qui concerne le rôle de l'OTAN, nous insistons sur le fait que l'OTAN doit définir son rôle et donc ses missions dans le respect du traité de l'Atlantique Nord. Dès lors, le rôle de l'OTAN doit demeurer la défense collective de ses pays membres, tel qu'affirmé par l'article 5 de son traité. Il est évident que le contexte international a bien sûr connu d'importants changements depuis la création de l'OTAN en 1949
comme le disait ma collègue Jehan, et que l'OTAN doit donc s'adapter au nouveau contexte de l'après-guerre froide. Mais l'Alliance ne doit pas se concevoir comme le gendarme du monde. C'est pourquoi le rôle de l'OTAN doit rester celui d'une organisation de défense collective et non de sécurité collective, domaine qui reste du ressort du Conseil de sécurité. Il est donc essentiel de réaffirmer la primauté des Nations unies et en particulier du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. Il convient donc à cet effet de renforcer l'Organisation des Nations unies comme organisation internationale centrale, garante du maintien de la paix au niveau mondial. Et si j'insiste sur cet aspect, je pense que la Belgique, prenant part à partir du 1er janvier du Conseil de sécurité des Nations unies, pourrait trouver là aussi un axe de travail au cours de la participation belge au Conseil de sécurité pour en faire une de ses priorités dans le travail de la présidence belge au Conseil. Il est d'ailleurs utile de rappeler, dans la continuité de ce que je viens de dire, que l'OTAN demeure une organisation régionale et de ce fait, ses missions doivent se limiter au territoire de la zone transatlantique, sauf en cas d'évocation de l'article 5 ou de mandat particulier des Nations unies. Il convient également de rappeler que l'OTAN est une organisation militaire. Elle n'a donc pas vocation à mener en tant que telle des opérations humanitaires ou des opérations de reconstruction dans des pays touchés par un conflit armé. Bien sûr, ça n'exclut pas la possibilité pour l'OTAN de mettre certaines de ses capacités au service de toute autre organisation compétente dans ce domaine afin d'intervenir plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais nous estimons qu'il y aurait là un risque de confusion des tâches et aussi un risque de manque de coordination dans l'opérationnalité des opérations humanitaires. Rappelons que lorsque pour la première fois de son histoire l'OTAN aurait pu agir en vertu de l'article 5 de son traité, à savoir la défense collective après une attaque contre l'un de ses membres le 11 septembre 2001, les États-Unis ont refusé et ont préféré former une coalition de pays volontaires. L'OTAN montre depuis quelques années déjà son intention de jouer un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. Or, nous pensons, en tant que groupe socialiste, que les actions militaires ne constituent pas la meilleure et surtout pas l'unique réponse au problème du terrorisme. Ce problème requiert une approche multidimensionnelle qui ne paraît être rencontrée dans le cadre d'une alliance militaire. Il apparaît donc approprié de privilégier la prévention qui doit viser les racines du terrorisme. Je rappellerai à cet égard que lorsque nous avions entendu les experts des Nations unies, lorsque nous étions en élaboration de notre rapport sur la contribution belge à la réforme des Nations unies, eh bien, c'était exactement la position qui avait été adoptée par les experts même que nous avions auditionnés pour la préparation de ce rapport. Pour nous, donc, l'intervention militaire ne doit être envisagée qu'en dernier recours et confier l'ensemble de ce problème à l'OTAN n'apportera qu'une réponse sécuritaire et militaire sans se pencher sur les causes profondes du phénomène telles que la pauvreté, le sous-développement, et aujourd'hui, ajoutons aussi tous les problèmes qui ont été traités tout récemment lors de la récente conférence sur l'environnement. En ce qui concerne l'élargissement de l'Alliance, autre thème faisant l'objet de débats, rappelons qu'au terme de l'article 10 du traité de Washington, celle-ci n'est possible que vis-à-vis d'États européens et nécessite l'accord unanime de toutes les parties. Il convient également de prendre en considération toutes les implications que l'adhésion de certains pays dont on sait qu'ils sont en conflit armé avec leurs voisins non membres de l'OTAN pourrait avoir sur l'Alliance et principalement sur son obligation d'assistance en cas d'attaque d'une autre partie. Et là, je voudrais aussi attirer l'attention sur les risques qu'il y a de voir aujourd'hui l'OTAN passer une série d'accords de partenariat, en particulier avec des pays qui sont en guerre. Et lorsque je dis cela, il s'agit de l'accord de partenariat passé récemment dans le dialogue méditerranéen avec Israël. Je suis particulièrement choqué de voir qu'on a choisi cette période, ce moment-ci, ces semaines-ci, juste au moment où se terminait la guerre du Liban, juste au moment où se produit l'agression inqualifiable d'Israël dans les territoires palestiniens, en particulier à Gaza, de voir que le secrétaire général adjoint de l'OTAN, M. Alessandro Minuto Risso, s'est rendu en Israël et s'est fendu d'un discours dithyrambique sur les nouvelles alliances entre l'OTAN et Israël, à un accord, dit-il, qui devrait, à son tour, donner un nouvel élan à notre coopération. Et de quelle collaboration s'agit-il? Eh bien, il s'agit
très clairement, comme le dit M. Rizzo lui-même, de lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas très bien comment nos partenaires de l'autre rive de la Méditerranée interpréteront un tel engagement de l'OTAN avec un partenaire aujourd'hui qui se comporte de manière inqualifiable ou en tout cas qualifiable de crime contre l'humanité dans les territoires de Gaza. Il convient également, je pense, dans notre analyse, de se pencher sur le principe de financement des missions de l'OTAN, et celui-ci doit rester cost lie where they fall. Autrement dit, les pays qui s'engagent dans une mission doivent en supporter les coûts. Le financement commun des opérations par les membres obligerait notre pays à participer aux frais de mission qu'il ne cautionne pas. Par ailleurs, nous sommes totalement opposés à une augmentation du pourcentage du produit intérieur brut consacré à la défense qui ne soit pas liée à l'augmentation de notre produit national brut. Une telle augmentation n'est en effet pas prévue dans l'accord de gouvernement et il est totalement déraisonnable de penser que la Belgique serait en mesure de le faire sans compromettre l'équilibre et l'ensemble du budget. Madame la Présidente, chers collègues, je terminerai mon exposé en vous rappelant que pour le groupe socialiste, l'Union européenne et l'OTAN sont complémentaires. Le développement de la politique européenne de sécurité et de défense contribue à la création d'un véritable pilier européen au sein même de l'OTAN et de ce fait au renforcement de l'OTAN par un plus grand équilibre entre les piliers américains et européens. Toutefois, cela ne peut se faire sans aussi avoir une idée des principes que nous voulons respecter. C'est en ce sens que je me réjouis que dans nos résolutions, il ait été mis l'accent notamment sur la nécessité de transparence au sein même de l'Alliance pour qu'il puisse s'y exercer un meilleur contrôle parlementaire. Et de même, je me réjouis que dans nos recommandations également, nous ayons eu soin d'être extrêmement attentifs à une question qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de redonner vigueur au traité de non-prolifération et d'assurer la mise en œuvre de ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires, également de se pencher sur nos obligations en ce qui concerne les conventions sur l'interdiction des armes biologiques qui doivent se tenir à la fin de cette année et également de se pencher sur les questions du traité relatif à la destruction des armes chimiques qui doit être engagé avant l'année 2012. Madame la Présidente, chers collègues, les recommandations soumises aujourd'hui au vote de cette Assemblée, préalablement votées à l'unanimité des membres présents au sein de la Commission des relations extérieures et de défense, reflètent, je pense, de manière équilibrée l'ensemble des préoccupations que nous avons partagées durant ce long travail d'audition et de mise en œuvre de cette recommandation. C'est la raison pour laquelle mon groupe va lui apporter son plein soutien et j'espère que ce soutien sera partagé par l'ensemble de cette Assemblée. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous remercie, monsieur le rapporteur. En ik geef het woord nu aan mevrouw De Bethune, onze derde verslaggever. Dank u, voorzitter, collega's. De komende top van Riga is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de NAVO. Ik denk dat onze Senaat en onze Commissie van Buitenlandse Zaken heel terecht deze gelegenheid aangrijpt om een rapport te maken over de problematiek thema van de NAVO, die belangrijke hoorzittingen heeft gehouden en ook terecht een aantal aanbevelingen naar voren schuift. Als co-rapporteur wil ik mijn deel van het verslag eerder bijtreden wat mijn twee andere co-rapporteurs hebben naar voren gebracht en dat het verslag afdoende is geduid door collega Annan en collega Galland. Ik bedank hen voor hun presentatie. Ik zal alleen op een aantal punten terugkomen en ik verwijs natuurlijk ook naar de belangrijke teksten. Maar eerst wil ik de 12 binnen- en buitenlandse sprekers bedanken voor hun interessante visie, want we hebben belangrijke hoorzittingen gehouden onder de hoede van onze voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. En deze 12 eminente sprekers hebben elk vanuit hun opgebouwde expertise, vanuit hun specifieke invalshoek, de evolutie en de mogelijke toekomstige rol van de NAVO op een klare en duidelijke wijze geschetst.
Meer in het bijzonder wil ik 2 sprekers bedanken dat zij in volle voorbereiding naar de top van Riga zich hebben vrijgemaakt om hun kennis met ons te delen en op onze vele vragen te antwoorden. Ik verwijs in het bijzonder naar de hoorzitting met NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer, die samen met de Commissie van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging van de Kamer op 3 juli 2006 plaatsvond en die meer dan verhelderend was. Ik denk een heel interessante zitting voor onze commissie. Ik wil ook graag verwijzen naar de eerste van onze hoorzittingen. De spits van de hoorzittingen werd evenwel afgebeten door ambassadeur Struijen, de permanente vertegenwoordiger van België bij de NAVO. In zijn heldere uiteenzetting schetst hij meteen het probleem en de uitdagingen waarmee de NAVO geconfronteerd wordt. Meteen werd voor onze commissie het kader geschetst waarbinnen we onze aanbevelingen kunnen en konden formuleren. Collega's, de afgelopen decennia zijn we met z'n allen getuige geweest van historische en ingrijpende veranderingen in de wereldverhouding. Mevrouw Annan is er uitgebreid op ingegaan. Niemand kon zich voorstellen dat de val van de Berlijnse muur in 1989 dergelijke vergaande implicaties zou hebben. Europa is nu immers diepgaander geïntegreerd dan ooit tevoren. Met de uitbreiding van de Europese Unie zijn we opnieuw een stap dichterbij het doel van de grondleggers Robert Schuman en Jean Monnet in 1950 voor ogen hadden, een verenigd Europees continent waar stabiliteit en vrede moet heersen. Maar het einde van de Koude Oorlog heeft ook tot verschuivingen in de internationale verhoudingen geleid. De bipolaire wereldorde ligt definitief achter ons en de mondialisering en globalisering zetten zich met rassenschreden voort. Maar ook de aard van de dreiging veranderde. En dat heeft gevolgen voor Europa dat zijn weg zoekt in de multipolaire wereld. De potentiële vijand, tussen aanhalingstekens, heeft niet meer de vorm van een traditionele natiestaat. Kwesties die de veiligheid bedreigen zijn massavernietigingswapens, mensenhandel, terrorisme, falende staten, etnische conflicten enzovoort. Kortom, de oorzaak van instabiliteit en onveiligheid zijn zeer verscheiden en vereisen vaak een multidimensionele aanpak. Radicaal veranderde tijden vragen om een radicale aanpassing van de manier waarop Europa omgaat met veiligheid. Eertijds slaagde Pierre Harmel erin om het veiligheidsbeleid van de NAVO te verbreden tot een langetermijnbeleid dat op basis van economische, politieke en militaire toenadering tot een globale Europese regeling wou komen. Het veranderd veiligheidsbeleid van vandaag heeft ook nood aan een gelijkaardige oefening, te meer de visies over de toekomstige rol van de NAVO vaak verschillend zijn omwille van verschillende factoren. In 1948 heeft ons land de duidelijke optie genomen om af te stappen van een louter nationaal georganiseerde defensie. Ook heden ten dagen blijven we achter deze beslissing staan. Want het transatlantisch bondgenootschap heeft ons de afgelopen 50 jaar gevrijwaard van een gewapend treffen en stond bij gevolg voor vrede, veiligheid en welvaart. Hoewel de NAVO in de eerste plaats een militaire organisatie is, toch heeft de veranderende veiligheidssituatie ertoe geleid dat deze meer en meer gezien moet worden als een forum voor een transatlantische politieke veiligheidsdialoog. Meer en meer worden onderwerpen zoals het vredesproces in het Midden-Oosten en de nucleaire opbouw in Noord-Korea en Iran besproken, juist omdat ze gevolgen hebben voor de veiligheid van het Europa-Atlantisch gebied. De cruciale vraag waarover de NAVO-lidstaten thans nadenken, is in hoeverre uit deze dialoog concrete taken voortvloeien en waar de grens ligt. En ik benadruk het woord grens. Dit denkproces is nog complexer, omdat de taken van de NAVO in deze moeten worden afgeleid ten aanzien van de taken van de Europese Unie en de taken van de Verenigde Naties. Kortom, er komen vele politieke vragen op de NAVO af, waaruit in de komende jaren een nieuwe richting moet ontstaan. In 1999 hebben de Europese leiders besloten dat het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid versterkt moet worden, ten einde tot een geloofwaardig Europees defensiebeleid te komen. Het is voor mijn partij, voor CD&V, primordiaal dat de Europese Unie in staat is om een gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheidsbeleid te formuleren, waarop een gemeenschappelijk defensiebeleid kan worden gesteund. Maar tegelijk beseffen we dat de Europese Unie slechts stapsgewijze kan uitgroeien tot een volwaardige wereldspeler op het vlak van defensie en veiligheid. En we menen dan ook dat een sterke Europese pijler binnen de NAVO noodzakelijk is. In het kader van het zogenaamde Berlijn Plus pakket, dat ook in 1999 werd onderhandeld en waar afspraken werden gemaakt tussen de Europese Unie en de NAVO werden afspraken gemaakt tussen de Unie en de NAVO over meer samenwerking. CD&V is voorstander van een verdere uitbouw van de Europese defensie-identiteit binnen het kader van de transatlantische alliantie.
Dit is immers de hefboom om te komen tot een optimale Europese coördinatie in de besluitvorming en de taken binnen de NAVO. CD&V is dan ook van overtuigd dat een nauwere samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO op termijn moet uitmonden in een eigen EU-vertegenwoordiging in de NAVO. En wij denken dat de gecombineerde middelen van de Europese Unie en de Verenigde Staten thans nog altijd een ongeëvenaarde kracht vormen die in staat is een doeltreffend global governance te dragen en een afdoend antwoord te bieden op de nieuwe veiligheidsuitdagingen. Dit is maar mogelijk op voorwaarde dat beide partners daartoe de wil opbrengen en op voet van gelijkheid willen werken binnen de NAVO. Solidariteit en gelijkwaardigheid moet het verhaal van de NAVO zijn. Ik heb daar straks als uitgangspunt het belang benadrukt voor CD&V van de uitbouw van een eigen Europese defensiekracht. Ik heb toegelicht hoe wij ook het belang zien van een Europese poot of pijler binnen de NAVO, maar ik zou niet willen afronden zonder heel sterk te benadrukken hoezeer voor CD&V de Verenigde Naties het belangrijkste mondiale veiligheidskader zijn, waarin gezamenlijke en gemeenschappelijke aanpak van de nieuwe uitdagingen worden nagestreefd en effectief moeten worden uitgewerkt. De eerste stap, en in september 2005 hebben de wereldleiders de eerste hervormingen hiertoe genomen, naar een effectief en legitiem beheer van de internationale veiligheid, is de versterking van de instellingen van de Verenigde Naties. En ik verwijs in het bijzonder naar het representatiever maken van de Veiligheidsraad bijvoorbeeld. De nieuwe veiligheidsuitdagingen vereisen immers een efficiënte inzet en een zo breed mogelijk gedragen engagement. Efficiënt betekent dus ook dat de NAVO als een bestaande structuur moet kunnen ingezet worden in operaties ter bevordering van de internationale veiligheid, ook buiten het NAVO-gebied en buiten de klassieke bevoegdheden van de NAVO. Maar uiteraard moeten deze operaties hun grondslag vinden in VN-resoluties. In het verlengde hiervan is het volgens mij ook noodzakelijk dat de NAVO bijkomend in de toekomst de juiste en voldoende capaciteiten ontwikkelt voor ondersteunende of veiligheidstaken op het gebied van humanitaire bijstand en ontwikkelingssamenwerking. De taak van de NAVO mag zich immers niet beperken tot een reactieve of curatieve benadering van een veiligheidsprobleem. Bedreigingen kunnen immers ook voorkomen worden. Maar steeds moeten dergelijke missies in opdracht en ten dienste van de Verenigde Naties worden uitgevoerd. Ik wil nu mijn steun zeggen voor de aanbevelingen die we vanuit de Commissie Buitenlandse Zaken hebben geformuleerd. We hebben getracht na belangrijke hoorzittingen, na een interessante gedachtenwisseling, om ook consensuele aanbevelingen naar de regering toe te formuleren. En ik denk dat de aanbevelingen die thans voorliggen grotendeels tegemoetkomen aan de verwachtingen van CD&V. Het transatlantisch bondgenootschap moet immers niet alleen hervormd worden als een forum voor de strategische en politieke coördinatie. In de aanbevelingen wordt ook voldoende aandacht besteed aan de rol van de Europese Unie binnen de NAVO. Maar de transformatie gaat voor CD&V ook verder. De nieuwe veiligheidsuitdagingen, de militaire voorbereiding en de relatie met de Verenigde Naties, met de Europese Unie en de partnerships met derde landen moeten ook aan bod komen. Ook aan deze verwachtingen komen de aanbevelingen van de Senaat tegemoet. CD&V is ervan overtuigd dat de NAVO van fundamenteel belang blijft de komende jaren voor de Europese veiligheid en een bevoorrecht overlegorgaan vormt. Mijn fractie hoopt dan ook dat de voorliggende aanbevelingen naar de top van Riga toe door de Belgische regering zullen worden meegenomen en als een richtsnoer zullen worden gebruikt. Ik dank u voor de samenwerking. Voilà, je vous remercie, Madame de Béthune. Je donne la parole à Monsieur Brodkorn. Bien, merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais également m'associer aux remerciements qui ont déjà été faits à cette tribune à l'égard de nos rapporteurs, mais également du travail très intéressant de la Commission et surtout des recommandations auxquelles nous avons pu aboutir dans le souci bien compris du consensus qui nous guide les uns et les autres dans une matière aussi délicate que celle-ci. Parce qu'enfin, quelle doit être finalement l'ambition d'un mécanisme de sécurité collective comme l'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, si ce n'est de promouvoir la paix et la sécurité mondiale, et promouvoir la paix et la sécurité mondiale de tous qu'ils habitent au nord ou au sud de ce globe, en s'attaquant aux causes de l'insécurité,
et en garantissant, c'est quand même quelque chose d'élémentaire, le respect du droit international, des droits humains et, j'ajouterai, de valeurs universelles communément partagées. Et c'est vrai que depuis la fin de la guerre froide et de son équilibre bipolaire qui a été rappelé par les précédents intervenants, de nouvelles formes de guerre telles que celles qui ont été vécues au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et voire plus récemment encore au Liban, ont marqué la résurgence d'un clivage entre les partisans finalement de l'unilatéralisme et ceux dans les rangs duquel nous nous rangeons du multilatéralisme. Au CDH, effectivement, nous attachons beaucoup d'importance et la plus grande importance à ce multilatéralisme, maintes fois réaffirmé d'ailleurs par l'Union européenne, au respect du droit dans les relations internationales, qui pour nous sont les meilleures garanties de la paix. Mais la fin de la guerre froide a également modifié le paysage de la sécurité internationale et fait ressentir le besoin d'un nouveau modèle de sécurité qui soit adapté aux menaces contemporaines. Et plus que jamais, le modèle de sécurité doit être celui de la sécurité collective, doté de moyens de vérification et de contrôle importants, mais également d'institutions au rôle clairement défini. Je pense que ce dernier principe est fondamental si l'on veut aborder l'évolution ou la transformation de l'OTAN, peu importe la manière dont on qualifie cette évolution. En effet, la question de l'évolution de l'OTAN est un débat qui, parmi les États membres, voit globalement s'affronter deux écoles en vue du sommet de Riga qui va se tenir tout prochainement. La première de ces écoles propose une place privilégiée à l'OTAN conçue comme organisation mondiale de gestion de crise et l'autre défend une vision qui est un peu plus pragmatique, l'OTAN étant alors conçue comme instrument complémentaire et cohérent de la PESD. Pour nous, la PESD est et doit être renforcée en tant que forum prioritaire concernant la sécurité et la défense pour les États membres de l'Union européenne. Et dans ce cadre, l'OTAN reste l'outil premier de la collaboration transatlantique en termes de sécurité et de défense. Mais l'évolution de l'OTAN ne peut en aucun cas mener à une remise en cause du mécanisme de sécurité collective tel qu'il est prévu par la Charte des Nations Unies. Alors, par rapport aux travaux et aux recommandations formulées par notre Assemblée, je soulignerai quelques points qui me paraissent importants pour moi et mon parti parmi ces différentes recommandations. Tout d'abord, c'est que l'OTAN, effectivement, doit conserver sa mission d'assurer la défense de ses membres en cas d'agression menée contre l'un d'eux. Je pense que c'est fondamental. Il faut rappeler cet article 5 du traité de l'Atlantique Nord pour exclure toute interprétation favorable à la qualification ou à la notion qui est apparue de guerre préventive. C'est d'ailleurs en vertu de l'article 53 de la Charte des Nations Unies qu'aucune action coercitive ne peut être entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité. C'est là un point fondamental. L'OTAN, s'il est amené à déployer des moyens coercitifs, doit y avoir été autorisé préalablement, nous insistons sur ce terme, préalablement autorisé par les Nations Unies. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une action non coercitive que le Conseil pourrait en revanche approuver une opération militaire a posteriori, et dans ce cas, le Conseil de sécurité exercera sa responsabilité en supervisant l'action des organismes régionaux. Il convient d'être très clair sur ce point, car on a entendu à diverses reprises dans différents cénacles, mais aussi chez nous à l'occasion des journées diplomatiques, notre ministre des Affaires étrangères dire ou rappeler que s'il fallait un mandat, il ajoutait parfois en principe. Mais le simple fait d'ajouter en principe laisse déjà la porte ouverte à l'idée que ce mandat ne pourrait qu'être arrivé a posteriori lorsqu'il s'agit d'une action coercitive. Non, il faut bien rappeler que cette autorisation du Conseil de sécurité est et doit rester préalable. Dans le même esprit, nous ne sommes pas favorables au CDH à une répartition des tâches qui verrait par exemple l'OTAN consacrée en matière de lutte contre le terrorisme ou qui consacrerait une répartition géographique. Au contraire, nous rappelons notre opposition aux options de guerre préventive, notamment contre le terrorisme, en soutenant que la lutte contre celui-ci ou contre la prolifération nucléaire nécessite et continue de nécessiter un cadre multilatéral universel.
Cela étant, nous sommes heureux de constater que les recommandations que nous allons adopter, j'imagine, cet après-midi, rappellent le rôle central du Conseil de sécurité et, d'autre part, le rôle défensif de l'Alliance en vertu de l'article 5 du traité. Pour nous, aucune organisation régionale, qu'il s'agisse de l'OTAN ou d'une autre, ne peut prétendre s'émanciper des règles qui sont établies par la Charte des Nations Unies. Plus spécialement concernant la recommandation qui invite les autres États membres de l'OTAN à adopter une législation similaire à la nôtre en matière d'armes à sous-munitions, je me permettrai de rappeler que Kofi Annan et son secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires ont récemment appelé, c'était cette semaine d'ailleurs, à un gel immédiat de l'utilisation des bombes à sous-munitions qui peuvent poser pendant des années un risque aussi important que celui que fait courir les mines antipersonnelles, que font courir les mines antipersonnelles. Enfin, je soulignerai que depuis le début des années 90, l'effondrement du communisme que l'on a rappelé tout à l'heure, la question des tâches et fonctions de l'OTAN est effectivement posée. À chaque fois, cette question est résolue par l'adoption de concepts tels que, en 1999, le concept stratégique, ou tout récemment, aujourd'hui, le Comprehensive Political Guidance. Principes qui ne sont pas autrement définis, qui ne sont pas nécessairement remplis d'éléments concrets ou immédiatement perceptibles, mais qui contribuent néanmoins à métamorphoser l'OTAN. Et ce sont des concepts que l'on voit adoptés dans le cadre de sommets de chefs d'État, sans que cela ne donne lieu à une quelconque révision du traité. Il est clair pour nous, et cela a encore été explicitement souligné par l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, que l'on veut éviter par là toute modification du traité. Pourquoi ? Pour éviter évidemment les débats publics ou les oppositions politiques possibles entre États membres de l'organisation. Cette situation ne contribue malheureusement pas à rendre les activités de l'OTAN plus transparentes, alimente peut-être la méfiance du public à l'égard de l'organisation. Et nous appelons de nos vœux que lorsqu'il y a des adaptations ou des modifications de concepts, ceux-ci fassent l'objet de véritables débats politiques et de décisions du même ordre pour garantir justement cette légitimité et cette transparence. Je pense, Madame la Présidente, chers collègues, que le débat qui a pu être mené en commission, celui que nous tenons encore ce matin, les recommandations que nous proposons au vote tout à l'heure en séance plénière, permettent de remédier en partie à ces difficultés liées notamment à la transparence et à la légitimité des modifications, d'évolutions de concepts à l'intérieur de l'organisation, mais que ce n'est qu'en partie que nous réglons ces problèmes. Je pense qu'il faudra que nous revenions encore, notamment après le sommet de Riga, sur ce qui aura été dit, les évolutions que l'on aura pu percevoir, voire les décisions qui auront été prises. Je pense que finalement, le débat ne fait que commencer. Merci. Je vous remercie, Monsieur Brodkorn. Madame Annan, vous souhaitiez une deuxième fois la parole pour votre groupe? Non? Alors, Monsieur Rouland-Zivil. Madame la Présidente, je vous prends à témoin pour souligner que le débat que nous menons ce matin au sein de notre Assemblée témoigne du rôle singulier et éminent que doit jouer le Sénat en matière de relations internationales. Et je regrette d'autant plus l'absence ce matin tant du ministre des Affaires étrangères que du ministre de la Défense, parce que je pense qu'il eût été utile de les voir au sein de cette Assemblée, compte tenu, je pense, du travail important qui a été réalisé par notre commission et ce matin, évidemment, par l'ensemble de notre Assemblée. Et je voudrais, néanmoins, cela ne m'empêche pas de féliciter les trois rapporteurs, Madame Annan, Madame de Béthune, Monsieur Galland, qui ont vraiment fait, au départ d'un travail personnel important, qui ont permis de créer ce consensus auquel nous sommes arrivés à la fin de nos travaux. Alors, Madame la Présidente, chers collègues, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner au cours d'une de nos récentes réunions, lorsque je me suis rendu à Helsinki à la fin du mois d'octobre pour une réunion des présidents des commissions de la Défense,
j'ai interrogé mes collègues pour savoir s'ils avaient fait un exercice dans leur Parlement similaire au nôtre. Et à mon étonnement, j'ai bien dû constater que nous étions les seuls. Donc, lorsque je vais me rendre demain au Québec à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, je vais avoir la possibilité d'y amener ce rapport que nous avons réalisé, le Sénat de Belgique, et les recommandations, et ainsi, je pense que nous illustrerons bien le travail qui a été fait par notre Assemblée. Alors, à la fin de nos travaux, à la suite de nos auditions, à la rédaction de nos recommandations au gouvernement, je dois dire que la pertinence de ce débat et des réflexions que nous avons menées me paraît de façon encore plus nette. En effet, l'Alliance atlantique évolue au fil des modifications du paysage stratégique européen d'abord et mondial ensuite. Notre environnement de sécurité s'est modifié à tel point que parfois nous perdons le fil conducteur de cette évolution. Et après 45 ans de guerre froide, après un moment pendant lequel les acteurs, les règles du jeu étaient connues de tous, nous sommes confrontés depuis maintenant 15 ans à un paysage stratégique tout à fait différent et très mouvant, au sein duquel la sécurité de notre pays et la sécurité de ses alliés est en perpétuelle redéfinition. Or, l'Alliance atlantique, qui est le creuset de notre sécurité, doit s'adapter à ces évolutions successives, et c'est ce qu'elle fait depuis le sommet de Londres qui a eu lieu en juin 90. L'Alliance est passée d'une conception, d'une approche sécuritaire défensive, je dirais réactive, à une approche plus proactive et qui est focalisée sur la diffusion de la sécurité et sur la diffusion de la stabilité. Elle a tendu la main aux ennemis d'hier, elle a pris en compte la réalité européenne naissante et elle a redéfini sa doctrine nucléaire en plaçant ses armes nucléaires dans un statut d'armes de dernier recours. Alors l'ambassadeur Struide Zuiland, notre représentant permanent auprès de l'OTAN, nous a expliqué que si le sommet de Londres avait été une réponse à la fin de la guerre froide, le sommet de Prague de 2002 avait été une réponse aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, en insistant sur le besoin de nouvelles capacités militaires pour les alliés. Et depuis cette date, il faut bien dire que l'OTAN donne l'impression de se chercher un nouveau rôle, se chercher de nouvelles missions, se chercher de nouveaux théâtres d'opération, à la demande des Nations Unies dans le cas de l'Afghanistan, se chercher de nouveaux membres, se chercher de nouveaux partenaires. Cette extension tous azimuts de l'OTAN intrigue, pose des questions et peut susciter un sentiment d'inquiétude. Alors, pour ma part, j'ai été pleinement rassuré d'entendre, d'une part, que la Belgique désire que l'OTAN reste une institution à vocation politico-militaire, un domaine sur lequel elle doit concentrer ses activités. D'entendre, d'autre part, d'un haut fonctionnaire de l'Alliance, que l'OTAN n'a pas de rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Ma conviction, et elle est partagée par mon groupe, le groupe MR, est que l'OTAN doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une institution basée sur l'article 5 du traité de Washington, ou la défense de ses États membres. Vu les moyens militaires dont l'OTAN dispose, elle peut, à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies, apporter une contribution plus active à la paix et jouer un rôle pertinent dans la politique de sécurité mondiale. Mais si les menaces qui existaient par le passé unissaient les alliés, les menaces actuelles sont susceptibles de les diviser, comme l'a montré la crise de l'Irak en 2003. Il est dès lors essentiel qu'une vision commune, qu'une compréhension commune, qu'un sens commun de la mission sous-tende les rôles et les capacités de l'OTAN. Il est donc plus important encore que le dialogue politique au sein de l'Alliance soit constructif et que les alliés renforcent la composante politique de l'OTAN. Une unité de vue sur l'état des menaces et sur les réponses politiques et militaires à apporter est fondamentale.
Et je pense que cette dimension politique de l'Alliance va permettre de renforcer le lien transatlantique et d'aplanir les différences avec notre allié américain. Ce dialogue politique doit permettre également à chaque État membre de marquer sa différence sur des évolutions de l'OTAN qui sont sur la table à l'initiative de certains États membres ou à l'initiative du secrétaire général. Et pour être plus précis, deux de ces propositions me paraissent très ambitieuses, sans doute trop, et en tout ne rentrant pas dans le cadre naturel des fonctions existantes de l'OTAN, d'où sans doute l'absence de consensus sur ces points à Riga, l'avenir le démontrera. La première concerne l'extension des compétences de l'Alliance afin de pouvoir atteindre par elle-même des objectifs civils. Une saine articulation entre missions militaires et missions d'assistance et de reconstruction, dans le cadre d'une stratégie globale en Afghanistan par exemple, est nécessaire. Il est clair qu'une approche exclusivement militaire dans ce pays ou au Darfour, par exemple, ne saurait suffire. L'acheminement de l'aide humanitaire, la reconstruction d'un pays ou d'une région ne peuvent se faire que dans un environnement sécurisé. Mais est-ce le rôle de l'Alliance, est-ce le rôle d'une alliance militaire de fournir cette aide? Je ne pense pas, d'autant plus que nous disposons d'institutions internationales compétentes pour ce faire. Les missions de reconstruction doivent impérativement relever d'organisations qui en ont la compétence, en particulier l'ONU ou l'Union européenne. L'OTAN doit disposer des moyens pour accomplir ces tâches actuelles qui sont des missions militaires. Elle n'a pas la légitimité, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas les moyens humains et financiers pour rebâtir des systèmes politiques ou des systèmes socio-économiques. Nos recommandations omettent de mentionner la question de l'Afghanistan. Or, les chefs d'État et de gouvernement saisiront l'occasion de cette rencontre de Riga, le 28 novembre, pour faire le point sur la situation difficile dans ce pays. La crédibilité de l'organisation est engagée dans cette mission. Riga doit donc permettre de donner les impulsions nécessaires pour que nous réussissions ensemble à remettre définitivement ce pays dans la bonne voie. Et je m'inscris pleinement dans les propos du secrétaire général de l'OTAN lorsqu'il dit, je le cite, « L'OTAN n'a pas pour mission de régler les problèmes de l'Afghanistan parce que la réponse n'est pas militaire. Le vrai problème est que l'Afghanistan n'est pas suffisamment sur l'écran radar de l'Union européenne. Il est important que l'Union européenne, les Nations unies, la Banque mondiale se rendent compte qu'il s'agit d'une opération conjointe. » Fin de citation. À côté de cette première extension de type fonctionnel, l'extension géographique de l'Alliance, à travers son élargissement et le développement de partenariats avec de nouveaux pays, suscite bien des interrogations, on l'a vu, on l'a entendu au cours de nos discussions. Certes, il convient de reconnaître la contribution apportée par des pays non membres de l'Alliance à des opérations militaires de celle-ci. Il peut sembler opportun d'améliorer les modalités pratiques de leur association aux opérations militaires, mais sans pour autant changer la nature profonde de l'OTAN, qui doit, à mes yeux, demeurer une alliance militaire euro-atlantique. L'élargissement de l'alliance doit rester dans le cadre de l'article 10 du traité et ne doit pas être contourné par l'ajout de nouveaux partenariats qui viendraient concurrencer ceux qui sont déjà existants. L'élargissement doit aussi rester dans le cadre de l'article 5 du traité, comme l'ont dit de nombreux intervenants avant moi, cet article qui assure une solidarité globale entre les alliés. Lorsque cet ensemble est trop large, cette solidarité risque de s'y diluer. La garantie américaine d'intervenir pour assurer la sécurité de l'Europe risque de s'effriter. Ne prenons pas ce risque. Nous devons éviter toute action qui puisse remettre en cause la solidité de l'Alliance dans un monde devenu incertain, voire dangereux. Je conclurai mon intervention en rappelant le besoin pour l'OTAN d'une politique européenne de sécurité et de défense forte. Un partenaire européen fort, un pilier européen au sein de l'OTAN crédible, constitue la meilleure garantie de la pérennité du lien transatlantique. Ne tombons pas dans le piège facile qui consiste à souligner les écarts de dépenses militaires ou d'intérêts géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis. Les Européens ont des préoccupations
les Européens ont des méthodes de résolution des conflits différentes de celles pratiquées par Washington. Néanmoins, le lien entre l'Europe de la défense et l'OTAN doit se bâtir sur la complémentarité et surtout sur le dialogue constant. Nous parviendrons à jouer un rôle important au sein de l'OTAN, nous les Européens, et à y faire triompher nos options, nos points de vue, si nous sommes crédibles et si nos moyens militaires sont opérationnels. Le travail sur ce dernier point doit être poursuivi avec plus de volonté politique et des moyens budgétaires complémentaires. Et je partage pleinement l'opinion de la ministre de la Défense de la France, Madame Alliot-Marie, lorsqu'elle affirme, je la cite, « L'accroissement des capacités européennes est nécessaire au renforcement du pilier européen de l'Alliance, condition elle-même indispensable à un partenariat équilibré entre les États-Unis et l'Europe et une répartition équitable des responsabilités en matière de sécurité. » Madame la Présidente, chers collègues, un grand défi nous attend dans les Balkans occidentaux, où l'Union européenne s'est engagée à accompagner le cheminement du Kosovo vers son statut final. Elle doit se préparer à une relève de l'OTAN, sur le modèle de ce qui a été entrepris en Bosnie. Et, je le souhaite, la Commission des relations extérieures se rendra prochainement sur place pour mieux apprécier les réalités de cette situation complexe. Les Européens ont l'opportunité d'assumer pleinement, en liaison avec l'Alliance atlantique, leur tâche de sécurité sur leur continent. Voilà, en fin de compte, l'objectif que nous ne devons pas perdre de vue dans l'évolution de l'Alliance pour les années qui viennent. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie, Monsieur Rolland-Vivier, et je souligne l'excellent travail de votre commission. Effectivement, être prêt avant un sommet est toujours quelque chose de très important pour y pouvoir jouer un rôle. Monsieur Dubié, en dan meneer Willems of mevrouw Van der Kast. Monsieur Dubié. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je m'associe à ce que vous venez de dire par rapport au président de la Commission des Affaires étrangères. Je crois qu'effectivement, l'initiative qui a été prise d'organiser un débat au sein de la Commission sur ce sujet très important de l'éventuelle réforme de l'OTAN, en tout cas des positions et des propositions qui vont être formulées à Riga, me semblait extrêmement importante et je félicite donc le président de l'avoir organisée. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir préciser la position de mon parti en ce qui concerne à la fois l'OTAN et l'évolution future de cette organisation internationale. En effet, avec la chute du mur de Berlin il y a tout juste 17 ans et la décomposition du bloc de l'Est et de l'URSS qui l'a suivi, beaucoup espéraient toucher ce qu'il était alors convenu d'appeler les dividendes de la paix. En effet, la menace du bloc dominé par l'URSS qui avait justifié pour y faire face la signature du pacte de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 et donc la création de l'OTAN, cette menace devenait, avec la disparition de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, sans objet. On pouvait donc espérer que les sommes colossales dépensées tant à l'Est qu'à l'Ouest pendant plus de 40 ans dans la course aux armements allaient pouvoir être enfin utilisées pour s'attaquer au dramatique problème de sous-développement et son cortège tragique de misère et de famine qui ravageait encore notre planète. Malheureusement, chers collègues, il faut bien le constater, 15 ans plus tard, 17 ans plus tard même, nous en sommes revenus au même montant et même à un montant de dépenses militaires, plus de 1000 milliards de dollars annuellement, supérieur à ce qu'il était à la fin de la guerre froide. Logiquement, l'OTAN, organisation de défense mutuelle, aurait dû disparaître, comme le pacte de Varsovie, puisque la menace qu'il avait justifiée n'existait plus. Or, non seulement l'OTAN existe toujours, mais ce que certains nous proposent à Riga à la fin de ce mois, 28 et 29 novembre, vise à augmenter ses missions et même à transformer profondément la nature même de l'Alliance, qui passerait, pour certains, d'une organisation défensive commune en cas d'attaque, comme le prévoit, et on l'a suffisamment rappelé ici, explicitement l'article 5 du traité, à une alliance offensive visant à intervenir éventuellement, préventivement, en cas de menace qui reste, bien sûr, toujours à définir. Cette évolution, et on l'a dit, et j'insiste là-dessus,
est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 5 et elle est pour nous totalement inacceptable. Comme l'est aussi l'élargissement de l'Alliance à des pays non européens. On parle du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Je rappelle, et on l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus, qu'un tel élargissement vers une alliance militaire mondiale dotée d'armements nucléaires est totalement contraire à la lettre de l'article 10 du traité qui précise que l'accession d'un autre État européen, je précise bien européen, ne peut se faire que par l'accord unanime des pays membres, ce qui signifie donc bel et bien qu'un seul pays, en l'occurrence la Belgique, pourrait s'y opposer si c'était effectivement proposé. Nous souhaiterions donc, et là aussi, comme le président de la Commission, M. Roland-Juvier, je regrette l'absence ici de ministres compétents, Affaires étrangères ou Défense, pour pouvoir leur poser des questions, parce qu'enfin, c'est tout de même eux qui vont nous représenter à cette importante réunion qui a lieu à la fin du mois, et nous aurions souhaité, et je pense que je ne suis pas le seul, leur poser des questions précises sur la position qu'ils vont adopter pour représenter notre pays à cette importante réunion. Donc nous souhaiterions savoir quelle est la position du gouvernement sur ces projets d'élargissement de l'Alliance au-delà des frontières européennes. Pour être clair, il n'est pas question pour nous de transformer l'OTAN en bras armé de l'impérialisme américain et des visions bellicistes de son président et de son nouvel ordre mondial qui vient d'ailleurs, nous l'avons tous vu, d'être massivement désavoué par le peuple américain. Pour nous, si l'OTAN doit continuer à exister, c'est dans le cadre du traité existant, autrement dit pour nous c'est clair, c'est le traité, mais tout le traité et rien que le traité. Quand je dis tout le traité, je précise en particulier l'importance de l'article 1 qui stipule, je cite, « Les parties s'engagent à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Le traité s'oppose aussi dans son article 4 à l'unilatéralisme qui a caractérisé la politique de l'administration Bush, notamment en matière de relations internationales et de recours à la force. Je rappelle le prescrit de l'article 4, les parties se consulteront chaque fois que de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée. On ne peut pas dire que cet article 4 a été particulièrement utilisé par M. Bush et son administration au cours des dernières années. Pour nous, il est clair que les problèmes de maintien de la paix et la sécurité collective sont d'abord de la compétence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette approche est d'ailleurs clairement précisée par l'article 7 du traité. Article 7, le présent traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. On ne peut pas être plus clair. Nous ne pouvons pas accepter non plus la proposition qui est sur la table à Riga visant à un financement commun des opérations de l'OTAN et à l'extension du financement commun pour l'achat de nouveaux matériels militaires pour l'OTAN. Cette proposition vise clairement à transférer vers l'Europe une partie de la facture américaine en matière de défense, facture qui explose et atteint des sommes astronomiques avec des opérations en cours en Irak et en Afghanistan. La lutte contre le terrorisme ne se fait pas par l'achat massif et coûteux de nouveaux matériels militaires, mais par l'investissement massif et donc coûteux lui aussi dans la réduction des causes qui nourrissent le terreau où se recrutent les terroristes. L'accroissement de la fracture sociale internationale et des conflits non résolus, et d'abord le premier d'entre eux, le conflit israélo-arabe. La relance d'une course aux armements ne doit pas priver le monde des ressources financières indispensables pour atteindre les objectifs du millénaire dont la réalisation serait beaucoup plus porteuse en matière de sécurité internationale que l'achat de nouveaux chars ou d'avions de combat. Le système actuel dans lequel les décisions sont prises par consensus au sein de l'Alliance donne pratiquement un droit de veto à chaque pays membre, ce qui permet de s'opposer à l'aventurisme américain de l'hyperpuissance des États-Unis. Il n'est ainsi pas inutile de se rappeler que l'opposition du gouvernement arc-en-ciel, dont nous faisions partie, à l'invasion de l'Irak par le Nord à travers la Turquie, a concrètement été empêchée à l'époque et que cette invasion n'a pas eu lieu à cause de la position de la Belgique. Les propositions sur la table, nouvelles propositions à Riga, visant à introduire ce qu'il est convenu d'appeler l'abstention constructive ou les décisions à la majorité
doivent être rejetés. Et nous souhaiterions savoir, là aussi, quelle est la position du gouvernement à ce sujet, ainsi que celui du financement commun des opérations de l'OTAN et d'achat de matériel militaire. Enfin, nous souhaitons que soit abordé à Riga également le problème de la relance du processus de désarmement nucléaire de l'OTAN. Quelle est la position du gouvernement sur cette grave question au moment où l'on assiste à une forme de relance de la course à l'atome militaire avec l'entrée dans ce club dangereux de la Corée du Nord et peut-être demain de l'Iran? En conclusion, chers collègues, nous ne souhaitons pas que soit modifié le concept stratégique qui est à la base même de la création de l'OTAN. Un concept défensif, nous ne souhaitons pas aller vers un concept offensif. Autrement dit, un bouclier, oui, une épée, certainement non. En résumé, nous souhaiterions connaître de manière précise la position que défendra à Riga le gouvernement sur les points suivants. Mais je parle ici un peu dans le vide puisqu'il n'y a pas de représentant du ministre, mais j'introduirai une question parlementaire précise la semaine prochaine pour avoir des réponses précises aux points que je vais souligner maintenant. Donc, nous souhaiterions connaître la position du gouvernement, que le gouvernement défendra à Riga sur les points suivants. Le gouvernement belge souhaite-t-il, oui ou non, une modification du traité de l'Atlantique Nord signé le 4 décembre 1949 à Washington, et si oui, quels articles et dans quel sens? 2. En particulier, le gouvernement est-il, oui ou non, favorable à l'extension du traité à des pays non européens? 3. Le gouvernement est-il, oui ou non, favorable à un financement commun des opérations de l'OTAN et à l'extension du financement commun pour l'achat de nouveaux matériels militaires? 4. Le gouvernement réaffirme-t-il, oui ou non, son attachement au principe stratégique d'une alliance uniquement défensive dans le respect des prérogatives du Conseil de sécurité des Nations Unies? 5. Le gouvernement reste-t-il, oui ou non, attaché au principe de la décision par consensus ou est-il prêt à l'abandonner et si oui, au profit de quoi? Et enfin, que compte faire le gouvernement pour s'opposer à toute nouvelle course aux armements, en particulier nucléaires, et est-il favorable à une dénucléarisation de l'OTAN? Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Dubié. Ik zie niet meneer Willems en ik geef het woord aan mevrouw Van den Kastelen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Eerst en vooral wil ik mij graag aansluiten bij de felicitaties die gericht waren naar de 3 verslaggevers en ook naar de verschillende sprekers die in dit debat hebben mee voorbereid, of in elk geval onze geesten mee hebben voorbereid om dit debat te voeren. Persoonlijk ben ik altijd een pacifist geweest en heb ik altijd gedroomd van een wereld waar geen wapens nodig zijn. Maar ik ben wat dat betreft ook iets meer realist geworden en ik sta hier uiteraard om het standpunt van mijn partij te vertolken wat dit betreft. En mijn partij is wat dat betreft een verantwoordelijke partij. De partij ook die de minister van Buitenlandse Zaken heeft, die ook in dit debat dan zeker zal moeten tussenkomen. Hij heeft trouwens ook zijn mening al voor een stuk, en dat is al een stuk een antwoord aan meneer Dubié, zijn mening ook al meegegeven bij het begin van de debatten, zij het in een gemeenschappelijke vergadering tussen Kamer en Senaat. En hij wacht eigenlijk, denk ik, ook op onze aanbevelingen om het debat wat dat betreft verder te zetten. Heel wat collega's hebben hier verwezen naar de veranderingen sinds de oprichting van de NAVO, de val van het ijzeren gordijn, de conflicten die ondertussen toch op een andere manier in Europa aan de gang zijn, 11 september, de bedreigingen van onze veiligheid die in vergelijking met 60 jaar geleden uiteraard sterk veranderd zijn. Het dreigend terrorisme, de nucleaire onveiligheid, de nucleaire bedreigingen. Ze zijn hier allemaal aan bod gekomen. En ik denk dat het goed is dat wij ons allemaal samen daarover hebben kunnen bezinnen. Alleen heb ik in de commissie betreurd dat door het feit dat er 3 verslaggevers waren, onze fractie wat laat op de hoogte was van de aanbevelingen die werden geformuleerd en dat het dus heel moeilijk was om de tekst die voorlag nog te veranderen. Voor ons is het duidelijk, de NAVO, waaraan België al bijna meer dan 60 jaar geleden deel van uitmaakt, staat aan de vooravond van belangrijke beslissingen. Het bondgenootschap dient zich aan te passen aan de uitdagingen en de noden van de moderne tijd, zoals die hier door tal van collega's al zijn geschetst.
Vandaag staan in Afghanistan eenheden van de alliantie aan de grenzen van de Volksrepubliek China. België levert sinds 2001 een substantiële bijdrage aan die eenheden in het kader van de International Stabilization Force. De toekomst van de alliantie staat of valt of hangt in grote mate af van het welslagen van die operatie in Afghanistan. Er staat niets minder dan de ambitieuze doelstelling van een duurzame vrede voor alle bewoners op het spel in het Hindoekush-gebergte. De NAVO ondervindt op dit moment moeilijkheden in het zuiden van het land ten gevolge van opflakkerend geweld door zich reorganiserende Taliban-strijders. Het bondgenootschap moet dergelijke uitdagingen dus kunnen aangaan met adequate structuren en voldoende militairen, voldoende moderne en aangepaste uitrusting, als ook toereikende financiële middelen. En op die financiële middelen kom ik straks nog even terug. Het Koude Oorlogdenken biedt hiervoor niet meer de noodzakelijke recepten en oplossingen. Vandaar dat die aanbevelingen die wij hier doen, hoe de NAVO kan aangepast worden aan die nieuwe opdrachten, die zeer belangrijk zijn. En er is niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb al gezegd, er werden talrijke hoorzittingen gehouden met zeer belangrijke gezagsdragers, bevoorrechte getuigen en betrokken experts. En er werden ook zelfs vredesactivisten gehoord tijdens de talrijke hoorzittingen. De redactie van de resolutie was daar het gevolg van en de VLD steunt de grote lijnen van deze resolutie. Al hebben we geprobeerd tijdens de besprekingen met wisselend succes toch een aantal nuances aan te brengen. Voor de VLD is het van essentieel belang dat de opbouw van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU hand in hand gaat met een versterking van de NAVO. En ook andere collega's hebben dat hier uitdrukkelijk gesteld. Beide organisaties dienen voor ons als complementair beschouwd te worden. Een versterking van de Europese pijler zal de NAVO zelf versterken. Zo heeft in elk geval ook minister De Gucht in zijn inleidende toespraak gesteld. De regering had in haar regeerverklaringen trouwens reeds verschillende keren de doelstelling van een gelijkwaardige Europese pijler binnen de NAVO benadrukt. Dit komt, mede door de VLD, ook in de resolutie tot uiting. Voor de VLD is en blijft de NAVO de hoeksteen van onze veiligheid, weliswaar uiteraard onder de VN-mandaat. Hier moeten de nodige middelen naartoe gaan. Parallel moet de EU-defensie verder ontwikkeld worden. De aan de gang zijnde EU-operaties in Congo en Bosnië bewijzen dat de Europese Unie reeds een aanzienlijk gedeelte van de weg naar een geloofwaardige defensiemacht ontwikkeld heeft. Het parcours is nog lang niet volledig afgelegd, maar er zijn al belangrijke mijlpalen genomen. Collega's, enkele elementen uit de uiteenzetting van de ambassadeur, de Struijen, de Swiland zijn ons bijgebleven, omwille van hun beknoptheid en hun diepgang. Transformatie, globaal en oorlog tegen terrorisme. Deze begrippen moeten ondubbelzinnig en eenduidig op de top van Riga invulling krijgen en gepaard gaan met de nodige signalen naar partners en landen in de periferie van het bondgenootschap en naar de buitenwereld. Daarnaast zal in Riga ook een antwoord gegeven moeten worden aan op de volgende doelstellingen. Herbevestiging van de NAVO als centrale plaats voor veiligheidskwestie. De voortzetting van de uitbreiding van de NAVO. De partnerschappen, de NAVO-operaties die succesvol moeten zijn en een aanpassing van de militaire capaciteit. Aan die doelstellingen zijn een aantal vragen gekoppeld. Wat is het veiligheidsbewustzijn? Wat wordt hieraan gespendeerd? Hoe versterken we de democratische controle? Welke multilaterale, bilaterale en nationale instrumenten worden hiervoor ingezet? En hoe kunnen we dat maximaal coördineren en optimale samenwerking bekomen? Welke civiele crisisbeheersingsinstrumenten passen hierin, die verder gaan dan collectieve defensie volgens artikel 5? Hoe kunnen wij aan preventie doen? Hoe en in welke mate is de NAVO bevoegd in zaken wederopbouw, humanitaire operaties en vredesoperaties? Hoe kunnen we partnerschappen ontwikkelen en verdiepen op een pragmatische en stapsgewijze en flexibele manier? De resolutie reikt in die zin reeds richtinggevende elementen aan.
De antwoorden dienen op niveau van de staats- en regeringsleiders en de respectieve regeringen van alle NAVO-lidstaten gegeven te worden. Eén bedenking wou ik toch nog meegeven en die gaat over het punt 17 in verband met het budget. We hebben daar in de commissie een discussie over gevoerd. Volgens de VLD is de tekst iets te rigide zoals die momenteel is opgesteld. Omdat ik verwijs naar de tekst van Karel de Gucht en ik wil die toch even citeren. De kwestie van de uitbouw van een eigen capaciteit stelt tevens de vraag naar de daarvoor beschikbare budgetten en naar een nieuwe regeling van common funding. Dit is een prioriteit in het dossier van de militaire transformatie en zal prominent op de agenda van de NAVO-top van Riga staan. Uitbreiding van gemeenschappelijke financiering in het kader van de militaire transformatie moet volgens af te spreken spelregels gebeuren binnen een globaal concept en niet au cas par cas. De huidige praktijk om in functie van de omstandigheden af te wijken van de bestaande regels moet vermeden worden en er moet een nieuw evenwicht komen met het cost lie where they fall principe voor niet-artikel 5 operaties. Ik denk, collega's, dat die passage uit de tussenkomst van collega De Gucht of minister De Gucht niet echt goed begrepen is bij de bespreking en dat de formulering van de aanbeveling 17 eigenlijk die mogelijkheid een beetje beknopt. In elk geval, collega's, we zullen vanuit de VLD-fractie en in de Commissie Buitenlandse Zaken uiteraard de verdere evolutie blijven opvolgen. Wij weten allemaal dat Riga ook geen eindpunt is, dat wij verdere stappen naar aanpassing aan de nieuwe omgeving zullen moeten doen. En wij zullen blijven hopen op een wereld zonder geweld, een wereld zonder wapens, een wereld waar vrede is, waar welvaart kan zijn voor iedereen, een wereld met respect voor mensenrechten, voor fundamentele vrijheden en voor democratie. Ik dank u. Ik dank u, mevrouw Van de Castel. Ceci termine la liste des orateurs. Non seulement Madame Van de Castel a cité Monsieur de Gucht et donc rappelé qu'il a participé au débat, mais je voudrais vous dire que le ministre de la Défense est au Chili, donc incapable de participer évidemment aujourd'hui, mais que son chef de cabinet, Monsieur Rigibaud, a suivi tous nos travaux et je l'en remercie. Voilà. Alors, je pense que le débat était vraiment important. Nous aurons l'occasion de voter sur les résolutions tout à l'heure. Je vous remercie, mes chers collègues.